Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur le Smart and Strong pour l'épisode 7. Et aujourd'hui, comme on voulait discuter d'un topic un peu plus technique, je suis rejoint par 012 Workout ou Alexandre. Bien, vous me connaissez déjà, je suis déjà venu 2-3 fois sur Smart and Strong, excusez-moi, et c'est encore un plaisir de revenir ce soir pour parler de training d'entraînement et autres, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on vient en cette période de confinement, on espère que vous en profitez tous pour devenir un peu plus strong. Et aujourd'hui, on en profite pour amener le smart dans votre entraînement. Alors, avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner à 012 Workout sur YouTube, à le suivre sur Instagram. Même chose pour moi, enfin moi je m'en fous, tant que tu t'abonnes sur YouTube et que tu regardes la vidéo, ça me va. Euh, Je regarde jusqu'au alors, bout, hein, pas le choix. alors aujourd'hui, de quoi on parle On parle tout simplement de comment adresser un point faible. Alors, on va diviser ça d'abord en plusieurs choses. On va parler un peu de notre expérience personnelle. Et comme on vient de sports différents, je pense que là, les perspectives seront assez importantes parce que je pense qu'on ne traite pas forcément un point faible de la même manière en calisthenics ou en streetlifting qu'on va le traiter en tout cas en powerlifting, haltérophilie ou strongman. Du coup, on échangera un peu au niveau de ces sports-là, savoir un peu ce que l'autre fait. Et je pense que ce sera une discussion somme toute assez intéressante. Donc reste bien jusqu'au bout, sers-toi un petit café ou un petit thé et on est parti. Let's go. Alors, voilà, on va partir d'une question un peu plus globale et on ira vers un peu plus de spécificité après. Euh, donc toi, Alexandre, comment déjà tu découvres si un lifter, ça toi ou un coaché, a un point faible ou non? Enfin, comment tu assesses le fait qu'il ait un point faible ou un point fort? Bah, je distinguerai un petit peu deux types de points faibles ou points forts. Enfin, il y a les points faibles niveau performance. Et puis, il y a, je dirais, les points faibles qui amènent à des blessures via des déséquilibres musculaires et autres. Et parfois, les deux sont liés, je dirais. Et on va d'abord parler peut-être de celui qui nous intéresse souvent le plus, c'est directement la performance, hein. Mhm. Donc, souvent, tu vas avoir des déséquilibres, hein. Donc, je prends l'exemple en calisthenics, ce qui est super frappant, c'est les tirages et la poussée. Donc, en général, on est toujours un petit peu plus fort en poussée, mais on peut très bien voir qu'il y a des perches, comme ça, des gens un peu plus grands qui sont des monstres en tirage. Parfois, c'est même pas forcément des grands. Donc, c'est en calisthénie, il y a beaucoup de particularités. Il y a des mouvements. Enfin, donc, c'est vraiment gymnastique. Il y a des mouvements où tu as des gens ils sont doués pour ça. Par exemple, c'est même dans le même mouvement, par exemple, du tirage, on va dire qu'on va distinguer le tirage horizontal et le vertical. Tu as des gars, ils vont être hyper forts en front lever, qui vont tenir des front lever de 20 secondes, alors que c'est un mouvement tellement. On n'imagine même pas la force qu'il faut pour y arriver, et ça peut à peine faire 10 tractions. Et après, bah, souvent, ça c'est vraiment un cas particulier, mais dans les cas de base, ça va être surtout avec des dips et tractions, par exemple, des pompes et tractions. Donc, on va voir directement les pousseurs qui font des performances vachement plus élevées et qui sont nuls en traction ou inversement. Est-ce que tu recherches après un ratio entre par exemple ton max dips sur ton max dips sur 6 reps, tu vois, avec maximum en poids, et la même chose sur ton pull-up? Est-ce que tu as des ratios en tête ou quelque chose Ouais, souvent, il y avait des ratios de 1,5. Ouais. Après, plus les poids montent, plus ça se déséquilibre souvent, mais souvent, c'était un peu un ratio comme ça. Mhm. Même chose en endurance, en endurance aussi. Ouais. Et je pense que vous avez aussi la même chose en power, hein, surtout chez les débutants, ça se voit beaucoup en chaîne antérieure, chaîne postérieure, style squat, deadlift. Après, le ratio se rattrape aussi, hein, par après. Ben, c'est un peu différent au niveau des ratios parce qu'on est impacté par bien d'autres choses comme, entre guillemets, ben, le poids et la taille de la personne. Ouais. Mais du coup, c'est par exemple, ici, du coup, moi, j'aime bien me baser sur le Juggernaut Training System. Alors, par exemple, ici, eux, ils parlent de. Souvent, ils font la distinction weak legs, donc jambes faibles, ou weak back, donc le dos qui est faible. Notamment, par exemple, dans ma catégorie de poids, du coup, 105 kg, ben, on estime qu'un ratio de squats par rapport au deadlift de 87% ou moins, ça veut dire que tu as des weak legs.
Tandis qu'un lead pour être balancé, ce serait 95%. Du coup, ton squat devrait être égal à 95% de ton deadlift. Par exemple, c'est absolument pas mon cas. Du coup, je suis casé dans la. J'ai fait tout à l'heure un peu le calcul et je suis autour de 90%. Du coup, je suis vraiment classifié en tant que weak legs. Et par exemple, quelqu'un qui est weak back, ce serait quelqu'un typiquement qui a un squat plus élevé que son deadlift. Alors, le truc, c'est que c'est bien le cas pour les plus lourds. Par exemple, les très lourds en powerlifting, on va avoir Ray Williams, on va avoir en fait les 120 et plus, enfin les plus de 120 kilos. Donc ceux-là, ils sont entre guillemets, ils ont plus de levier pour squatter que pour deadlifter, quoi. Donc il y a ce ratio-là. Et voilà. Toi, je sais pas s'il y a d'autres choses, en tout cas, pour évaluer un point fort ou un point faible, autre chose que du coup push et pull. Est-ce que tu as, je veux dire, traction dips, est-ce que tu as vraiment d'autres trucs qui te permettent de les assesser, quoi? Ouais, bah, c'est pas des marqueurs directs avec des chiffres. Peut-être que je pourrais en avoir en tête, mais souvent on va parler de bras tendus, bras pliés. Donc tu vois des mecs qui sont très forts en bras tendus, par exemple, ils ont une straddle planche, donc c'est un mouvement isométrique avec un levier important et qui demande pas mal de force. Et ils arrivent pas à faire la partie bras pliés ou faire une planche push-ups ou une planche bras pliés, quoi, alors que la majorité des personnes auront facilement l'inverse, quoi. On va dire 90% des personnes ont l'inverse, mais parfois on voit ce phénomène-là qui apparaît, et donc tu sais clairement que la personne manque de force bras pliés, justement. J'ai discuté justement avec un type de ça juste avant, et il touche quasiment la straddle planche, qui est un mouvement que je trouve, voilà, que moi j'en suis encore à, on va dire, je l'ai touché et j'y suis loin, mais j'ai un mouvement qui est bras plié, qui est beaucoup plus élevé dans les tables chart aussi. Il y a aussi des charts en fait, Ben, tu as dans fait une Common vidéo là-dessus Gravity. d'ailleurs. Tu as fait une vidéo là-dessus dernièrement, hein, évaluer ton niveau en calisthenics. Très chouette vidéo d'ailleurs, même moi qui ne m'y connaissais pas du tout, ça a été assez instructif. Et du coup, je pourrais la linker quelque part, que les gens puissent la retrouver, parce que je pense que ça peut leur donner, en tout cas s'ils sont intéressés en calisthenics, ça peut leur donner pas mal d'idées sur évaluer un peu où ils en sont, et donc Ah, bah, là où ils ouais. pourraient nécessiter plus de travail ou moins de travail, quoi. C'est vrai que tu m'y fais penser. Bah, ouais, justement, dans le bouquin là, je mets une charte qui était sur Reddit, c'est un forum de bodyweight fitness. Et elle était inspirée de aussi la charte de Stephen Lowe d'Overcoming Gravity, qui s'est inspirée de la gymnastique. Donc, tu as un code comme ça qui est fait entre des mouvements, et ça te permet de voir un petit peu ton niveau. Et puis, tu vas voir que tu as un niveau C sur tel mouvement, et que tu as un niveau débutant. Et comme ça, tu peux voir un petit peu où tu en es. Et ça te permet de montrer un peu des points faibles, quoi, ouais. Ouais, et enfin, ça c'est aussi une question. Comment tu développes, comment tu distingues, enfin, en termes de performance, si ton point faible est plutôt lié ben, au manque de force, au manque de masse musculaire, ou alors vraiment si c'est la maturation technique qui n'est pas encore atteinte. Ouais, ça, il faut regarder un petit peu. Souvent, c'est les années de pratique, et puis demander tout simplement à l'athlète si s'est déjà entraîné sur tel mouvement, quoi. Parce que souvent, ouais, on se rend compte que le mec il s'est entraîné tellement sur ses points forts qu'il a jamais fait quelque chose, en fait. Et donc, du coup, il va galérer à le rattraper par après, quoi. Alors que souvent, les gens que j'entraîne avec mon approche depuis quelques temps, souvent, on recommande des approches assez équilibrées. Et donc, dès que la personne travaille tout d'un coup, elle a pas trop le temps de développer ses points faibles. Mais vu qu'avant, il y avait moins d'entraînement, il y avait moins d'informations, enfin moins de séances d'entraînement, bah, les gens s'entraînaient un peu à l'arrache. Et donc, je trouvais que c'était plus marquant avant de voir des points faibles, enfin des ratios complètement disproportionnés. Après, ouais, il y a d'office des choses qui vont indiquer qu'il y aura un point faible qui va être créé, quoi. Comme tu l'as dit tantôt, la longueur des segments. Donc, je reprends l'exemple un peu des tirages et de la poussée. Donc, souvent, les gens un peu plus grands, donc au moins 1m80, 1m90, qui ont des longs os, des longs humérus, ils vont être extrêmement mauvais en poussée. Ouais, Et par contre, ça va être des tireurs de la gâchette, quoi. On appelle ça des tireurs de la notamment. gâchette. Ouais. Je prends l'exemple, par exemple, un gars qui avait un record du monde en traction, c'est Frédéric Clerc.
des wall bars, et il a tapé 21 ou 23 tractions strictes de stop à 40 kg. C'est Et un costaud. le gars, ça se voit, il a des bras de. Enfin, c'est une perche, quoi. Donc, En en poussée, je pense il faisait pas, je sais même pas s'il faisait la même chose en dips, quoi. Donc, En haltérophilie, c'est à peu près la même chose. On remarque que du coup, allez, comment dire, les morphotypes qui sont plus grands ou un peu plus élancés, en tout cas, ont un arraché souvent qui est beaucoup plus, allez, le ratio arraché-épaulé jeté est plus grand que chez les personnes qui sont plus petites. Parce qu'en fait, du coup, la longueur du tirage est un peu plus longue, ce qui permet de donner un peu plus de vélocité à la barre. Et du coup, ben, plus la barre a de vélocité, plus ça va impacter l'élévation au final. Et du coup, ça fait qu'ils ont un ratio qui est bien meilleur. Mais à contrario, quand ils sont sur l'épaulé jeté, qui est un mouvement qui se base beaucoup plus sur la force, ben, ils ont aussi un travail, du coup, la force sur la distance, pour une même dépense énergétique, la distance est plus importante. Et du coup, le travail est aussi plus important pour ces gens-là. Et en tout cas, comme on est, voilà, pour ramener ça, on est des êtres humains avec une quantité d'énergie finie. Si la distance augmente, ben, pour minimiser la dépense énergétique, donc là je m'embrouille. Enfin, soit, il faut appliquer une plus grande force en tout cas pour avoir un même. Voilà, il faut appliquer plus de force sur une plus longue distance que pour avoir un même ratio par rapport à quelqu'un qui sera plus petit. ouais. Et du coup, c'est plus Le difficile. travail, quoi. Ouais, Le travail total. ça. Le travail total sera plus important du fait qu'on a une plus grande distance. La demande énergétique sera plus importante aussi, mais il faudra aussi appliquer une plus grande force. Et du coup, ben, c'est pas forcément une bonne chose d'être très grand sur certains mouvements. Mais dans les tirés, tout ce qui est tiré, en général, les grands, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus. Enfin, en tout cas, ont plus l'avantage de pouvoir bénéficier de. Enfin, leur morphotype leur bénéficie plus dans ce type de performance, quoi. Ouais, comme le deadlift, et tu vas avoir des gars qui sont très bons en deadlift, mais qui seront moins bons dans le reste aussi. Ouais, mais Ouais, notamment les personnes avec des longs segments vont être plus embêtées sur le développé couché, ouais. tandis que ben, des personnes avec des plus petits segments sont plus avantagées sur le squat et potentiellement le développé couché, mais moins sur le deadlift. Du coup, voilà. Ça, c'est vrai que la morphologie va faire beaucoup de choses. Donc, et les personnes, ben, comme on disait, plus grosses, par exemple, auront plus d'avantages également sur le squat et sur le développé couché, parce que leurs leviers seront plus avantageux. Mais se mettre en bonne position pour des lifts sera plus compliqué et donc limitera leur capacité à soulever lourd, quoi. Ouais. Et puis, ben, on va voir, ben, du coup, parfois, c'est juste allez, on va dire que les personnes sont prédisposées, mais pas tant que ça. Mais par préférence pour les mouvements et autres, elles vont développer plus de masse musculaire pendant les années qu'elles ont pratiqué. Elles vont pratiquer plus souvent certains mouvements et en négliger clairement d'autres. Donc, au final, malgré qu'elles auraient pu avoir beaucoup de potentiel sur certains mouvements, ben, elles arrivent et elles ont des très bons niveaux. Alors qu'elles auraient pu très bien être aussi performantes sur tout, quoi. Ouais, je pense surtout, par exemple, aux bodybuilders. Souvent, enfin, les gens, le gym bro classique qui va à la salle, qui fait les pecs à peu près bah, plusieurs fois par semaine, qui se retrouve en fin de compte avec un développé couché relativement monstrueux par rapport à son squat et à son deadlift. Et pour aller rattraper ça, bonjour, parce que c'est des gens qui peuvent, une fois qu'ils entraînent en powerlifting correctement, ben, leur bench continue de bien monter, mais ils ont déjà tellement une bonne base là-dessus, qui est un mouvement souvent qui est à la traîne par rapport aux autres, ben, qu'ils sont tellement devant que c'est compliqué de les rattraper, quoi. Du coup, Ouais, ouais, c'est classique ça, ouais. ouais. Et du coup, on parlait un peu plus tôt dans le podcast de déterminer les différents types de points faibles. On a parlé un peu de performance. On va se diriger tout doucement vers le physique. Donc, toi, comment tu vois, comment tu assesses, enfin physique et prévention de blessures, comment du coup tu vois si ton athlète ou si la personne que tu coaches a un point faible physique qui pourrait potentiellement amener des blessures ou pas. Je vais rebondir un peu sur l'exemple que tu viens de donner, donc le gym bro qui bench à fond et qui a pas trop travaillé son dos, et peut-être qu'il a fait quelques tractions, mais voilà, seulement il a benché, bah, tu vois clairement qu'il a une posture très orientée antérieure, bah, ça c'est Vous quasiment classique,
et tu vois qu'il a une très faible coiffe des rotateurs, et il y a souvent des repères classiques, hein. Tu vois déjà la personne qui s'est dit que souvent elle est blessée, donc souvent elle va dire ah je peux plus faire tel mouvement, je suis blessé. J'ai mal à mon épaule ou mon biceps. Ouais, je fais plus de bench, je suis blessé, je peux faire que du léger aux haltères. Tu Ou vois, alors, je touche pas la poitrine parce que ça va me faire mal. ouais, c'est ça, Ça, ouais, c'est je typique. fais. Ouais, Ça, quoi. c'est truc typique. Euh, Autopresse. même chose pour les squats et tout. Donc. Et allez, est-ce que tu regardes plus ou moins des ratios de développement esthétique quand quelqu'un dit ok, j'ai à peu près ça? Est-ce que tu regardes son physique dans sa globalité en disant bah écoute, si tu es plus fort là-dessus, c'est normal que tu aies plus de masse musculaire là? Ou est-ce que tu t'en fous un petit peu, comme ça peut être tellement variable en fin de compte? Ouais, je sais pas, je regarde souvent la posture, quoi, puisque surtout que tu as moins de repères. Par exemple, tu vas rarement demander à la personne combien tu tires en rowing planche, quoi, tu vois, ou en rowing bus penché. Tu vois, son bench, si c'est d'office combien il bench. Traction, tu regardes un peu s'il fait quand même des tractions. Après, c'est pas vraiment ça qui va équilibrer le truc, donc c'est un peu dur d'avoir des repères en termes de perf sur certains déséquilibres. Peut-être ouais, pour les jambes, on va dire tu as quelques calculs qui sont faits avec les extensions et les curls aussi. Ça, je connais pas les chiffres, hein, mais, souvent tu regardes un peu si c'est On équilibré. dit un ratio de 2 tiers, un tiers, souvent en faveur des quadriceps. Après, de ce que j'en sais, on a remarqué que chez certains sprinteurs, plus le ratio était en faveur des ischios, du coup, bah, plus on switch le ratio vers plutôt du 50-50, bah, moins il y a de risque de lésion. Du coup, par exemple, là-dessus, typiquement, on fait ce qu'on appelle une manœuvre on va te mettre dans une machine isocinétique qui, elle, va calculer la production de force sur la phase concentrique au niveau des quadriceps et puis aussi en concentrique au niveau ischio. Et après, on va aussi le faire au niveau excentrique sur les quadriceps et au niveau excentrique sur les ischios. Et ça va permettre, en fait, on va d'abord faire le quadriceps en concentrique excentrique, puis on va faire les ischios en concentrique excentrique. On va calculer un ratio. Et plus ce ratio sera élevé, du coup, plus les quadriceps seront forts par rapport aux ischios, plus le risque de lésion au niveau soit des ischios, des croisés, est important en fait. Et du coup, plus l'inverse est vrai, on recommande même à certains sprinteurs d'avoir un ratio inverse, du coup, de un tiers, du coup, d'avoir les quadriceps presque 3 fois plus faibles que les ischios. Ouais, ouais. Enfin, du coup, ça, ce serait typiquement, il y a la manière isocinétique pour le calculer. On pourrait aussi imaginer de faire ça avec un high bar squat et puis un RDL, mais ça devient vite très dangereux, je pense, surtout si on veut tester la force max, ça deviendrait assez... Ça se fait moins. Ouais, bah, le kiné utilise beaucoup ça, hein, quand même. Souvent, je vois des gens à la salle, ouais, mon kiné m'a dit que j'ai un mauvais rapport. Et puis, ça me fait penser aussi avec l'unilatéral, un petit peu les différences entre les mi-corps droit et gauche, ou souvent dû à une blessure, par exemple, le gars il s'est pété les croisés à gauche, et là, tu vois d'office que pendant des années, il essaie de rattraper ça. Parfois, c'est lié à une blessure, parfois non. Donc, prends un exemple, peut-être que ça serait beaucoup moins en power. Bah, je suppose que aussi quand tu fais des mouvements unilatéraux, tu te rends compte aussi que la personne a des points faibles. Bah, ici en calisthénie, on bosse souvent cette traction une main par exemple, à gauche ou à droite. Donc tu te dis d'office que si dans le meilleur des mondes la personne est clean, mais souvent c'est pas le cas. Tu vois des gens qui en rentrent à gauche et pas du tout à droite. C'est vrai que de Inversement. faire en fait, d'un mouvement bilatéral, de passer sur de l'unilatéral, surtout quand la plupart des sports, en tout cas, non, les sports de force sont unilatérales, parce qu'en fait, en fin de compte, la plupart des sports collectifs ou quoi, ils sont unilatérales. Il y a même souvent un membre dominant qui sera plus fort qu'un membre non dominant. Donc c'est vrai que de se rendre compte un peu du déficit qu'il peut y avoir entre les mi-corps dominants et les mi-corps non dominants peut aussi se dire, bah tiens, il faudrait peut-être essayer d'avoir un rapport qui soit relativement le plus proche possible pour minimiser les écarts déjà de performance. Et puis on se rend compte que si un hémicorps a peut-être pas assez de force, mais que souvent ce qui se passe, c'est des lésions musculaires qui arrivent, parce que on est capable de produire plus de force, on est capable enfin, le muscle est capable de produire plus de force, on est capable que d'en accumuler, et donc il se laisse, quoi.
Du coup, ça peut être intéressant de travailler cette partie. C'est vrai que l'unilatéral peut avoir pas mal d'intérêt à ce niveau-là. Le problème, c'est que tu vois, on s'en rend compte et puis c'est dur à traiter au final parce que je pense que personne ne peut rattraper vraiment un point faible. On va dire, ouais, il y avait des trucs comme quoi tu devais faire des nombres incalculables de répétitions. Après, il y a aussi l'argument que ouais, quand tu travailles, si tu es blessé, tu travailles à un côté, tu vas quand même prendre du muscle sur ton côté qui n'est pas blessé. Ouais. Bah oui, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, quoi, il faut. Et puis, je pense que dès que tu es sur piste, enfin, dès que tu es en retour, le seul truc concret que tu peux vraiment faire, c'est d'abord travailler ton côté le plus faible, ne pas faire plus de répétitions avec ton côté le plus fort, garder une intensité égale et toujours essayer d'être plus attentif sur ton côté le plus faible, avoir plus de focus et commencer toujours de ton côté là. Pour moi, il n'y a que ça à faire. Peut-être un peu d'isolation avec des mouvements vraiment mono-articulaires à haut Mhm. volume si tu as vraiment une blessure et un retard important. Sinon, non, c'est juste commencer par ce côté-là et être plus attentif, quoi. Ouais, et j'ajouterais que bah, déjà, ouais, commencer, rien que ça, et peut-être ajouter une série, juste une pour avoir un peu plus de volume de ce côté-là. Enfin, surtout, a priori, si c'est un point faible, il va aussi être au niveau visuel. On va avoir une différence qui sera peut-être pas marquée aux yeux des autres, mais en tout cas, pour toi, tu la verras, vu que tu connais ton corps un petit peu mieux. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant de rajouter une série du côté plus faible, en tout cas déficitaire, par rapport au côté qui ne l'est pas. Et là-dessus, je pense qu'à peu près au niveau unilatéral, on a à peu près fait le tour. Ouais, peut-être en Euh, bodybuilding, peut-être, qui sont plus attentifs à ça aussi. ouais, et ça encore que je pense que ça dépend de l'approche, mais on garde ça juste pour après parce qu'on va rediscuter de toute façon des moyens dont on peut traiter les points faibles. Tu Ouais. vois, deuxième partie du podcast, hein, si on a dit comment on les repère et puis comment on peut les traiter. Euh, voilà, moi j'ajouterais juste qu'un autre moyen que moi j'utilise hein, pour repérer un point faible, hein, visuellement je pense qu'on a tout dit parce que ce qu'il faut regarder c'est l'harmonie du corps, savoir ses déséquilibres, comment la personne marche. Un truc que j'aime bien regarder aussi, c'est un peu en faisant des mouvements que la personne n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, parfois, on va se rendre compte que un muscle n'est pas activé correctement à un certain moment alors qu'il devrait, que la personne va avoir des tensions qu'elle n'est peut-être pas censée avoir. Et du coup, en fait, c'est un muscle qui a probablement pas l'habitude d'être activé. Et du coup, ben, c'est pas exactement le même qu'un point faible. Mais en tout cas, il faut apprendre à pouvoir l'activer aussi pour se dire c'est un muscle qui sera pas. Enfin, j'ai déjà parlé dans un de mes articles, mais un peu d'amnésie. Je parle notamment de l'amnésie glutéale qui peut être un frein à la performance. Alors, c'est pas vraiment un point faible en tant que tel parce que on ne sait pas vraiment s'il y a de retard parce que ça n'a jamais été travaillé. Du coup, ça peut être intéressant aussi de temps en temps faire des exercices qui sont complètement différents, qui ne nous font pas travailler dans les mêmes plans ou sont les mêmes modalités. Et du coup, bah, de savoir un petit peu, tiens, est-ce que ça bouge comme ça devrait? Est-ce que je ressens ce que je devrais ressentir ou pas? Ouais. Ça, au niveau visuel, je pense qu'on peut le faire. Et puis au niveau performance, un truc que je pense qui peut être intéressant, genre savoir quel est ton point faible sur le développé couché. Si t'es plus faible à la poitrine, au milieu ou alors au lockout, déjà charger une grosse barre et voir là où tu rates. Après, quand tu vois là où tu rates, tu sais, mais la question est de savoir pourquoi est-ce que je rate. Est-ce que je rate ici, mais vraiment parce que c'est au moment où les triceps doivent s'activer et ils sont pas assez forts, ou c'est vraiment sur la fin, la fin de mouvement, que c'est les pecs et les épaules. Mais ça, je pense que c'est intéressant, par exemple, d'avoir d'autres lifts. Du coup, moi, par exemple, imaginons, enfin, mon bench est estimé, hein, du coup, entre 135 et 140. J'ai déjà passé 135 et il est estimé autour de 140 actuellement. Et le truc, c'est que je galère à peu près en général sur la fin du mouvement. Le fait est que j'ai regardé et j'ai regardé par rapport à d'autres livres. J'ai pris par exemple mon développé couché prise serré. Et en fait, mon développé couché prise serré est quasi le même que mon développé couché normal. Du coup, il est clair que mes triceps ne sont pas le facteur limitant. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des deltoïdes. Ok, je regarde quelqu'un qui a à peu près le même bench que moi. Qu'est-ce qu'il soulève en développé militaire? Ok, je regarde son développé militaire. Le mien est estimé actuellement entre 92,5 et 95. En général, je suis au-dessus de ce que les gens font. Du coup, je me dis, bah, visiblement, ça peut être des deltoïdes. Qu'est-ce qui reste? Bah, les pecs. Et typiquement, bah, les pecs, il faut les travailler. Genre, je sais que je galère en fin du mouvement, mais j'essaie de bosser un peu plus bas
Parce que typiquement, c'est mes pecs qui manquent de travail. Et je pense que si j'arrive à avoir un peu plus de force au niveau des pecs, j'aurai un peu plus de vitesse plus haut. Et du coup, j'arriverai peut-être pas à la fin du mouvement à pas avoir d'extension. Voilà quoi. Du coup, Ouais, c'est vrai que ça, on n'a pas parlé, mais ouais, il y a des équilibres comme ça entre groupes musculaires. Qui m'a fait penser tantôt aussi avec, en regardant un petit peu par exemple, je pensais vraiment à l'omoplate. Donc, par exemple, si tu vois quelqu'un qui fait un mouvement et qui a ses omoplates mal placées, on peut voir qu'il y a des faiblesses au niveau du dentelé ou qu'il n'en est pas conscient forcément. C'est pas forcément un point faible comme tu l'as dit, c'est juste qu'il n'en est pas conscient, il l'active pas. mhm. Parfois, on dit enfin, par exemple en calisthénie, ben, on va vraiment parler beaucoup de protraction et de rétraction. En power, ce sera surtout la rétraction qui sera souvent très Plus importante. dépression. Plus dépression. La dépression et la fixation, quoi. Ouais. En calisthénie aussi, c'est la dépression qui est quasiment majeure dans beaucoup de mouvements, à part dans l'handstand où tu as l'élévation, et là c'est Ouais. vraiment, je crois que c'est la seule discipline où c'est important d'avoir une très bonne élévation des pôles. Ouais. Après, je dirais que Très particulier, mais ouais, c'est ouais, le seul en mouvement. gym, en gym aussi. Ouais, en gym, bah, c'est du handstand, quoi, ouais. Pour les tap-tap, les hop, les impulsions, mais Ouais. Après, je pense qu'en fait, d'avoir du coup, a priori, ce serait un truc qui sera peut-être pas trop problématique si tu as des bons trapèzes en général. Du coup, c'est vrai que vous travaillez à ce niveau-là et je pense que c'est à peu près unique. Peut-être les sports de lancer, enfin, notamment javelot, où on va avoir une bonne élévation de la scapula, peut-être un avantage, mais ouais, tous ouais. les pitchs aussi, du coup, baseball, les mouvements très rapides, tu vois. Après, je t'avoue que je connais pas encore, je connais pas bien la cinématique scapulaire lors de ces mouvements-là, mais je pense que du coup, c'est vrai que si les handstand push-up te permet de travailler ça, ça pourrait être un exercice intéressant en fonction pour certains sports, quoi. Souvent, ouais, souvent, ils travaillent plus le tirage hein, dans les sports. Et oui, parce En qu'en fait, ils général, sont en en prépa physique, rotation ils vont interne. plus leur faire des chin-up. Ouais. Et souvent, comme ils sont forts en rotation interne, on essaie de travailler faire en rotation externe pour équilibrer un petit peu, donc c'est ça aussi. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est vrai que tu parlais aussi du coucher avec le lockout. On pourrait voir la même chose aussi avec le squat quand si le gars part en good morning ou s'il reste complètement vertical. Après, il y a aussi tout ce qui est mobilité aussi. Ouais, il y a plein de choses à prendre en Et compte. justement, par rapport à le ratio que j'évoquais un peu plus tôt, weak legs, weak back, par exemple, ici, c'est hyper important de savoir comment le type termine son mouvement. Est-ce qu'il termine son mouvement, du coup, en musclant la barre en good morning? Du coup, bah, dans quel cas, on peut dire que les jambes ne terminent pas le mouvement en maxer le dos. Typiquement, c'est quelqu'un qui a un dos fort. Et alors, l'exemple parfait, quelqu'un qui aurait du coup des jambes faibles, c'est quelqu'un qui va monter, qui va être bloqué en bas du mouvement, ou qui va pouvoir monter quelques centimètres, mais qui sera plus capable de pousser dans la barre, mais il va rester bien droit. Tu vois? Il va rester, et puis il a juste pas les jambes pour pousser à travers le sticking point. Et là où le type, et tu vois, les genoux, dans les deux cas, partent un peu vers l'arrière. Ce truc, c'est que le type qui est très fort du dos, bah, il good Ouais. morning la barre, ou il muscle la barre avec à l'aide du dos, et il s'en sort, quoi. Du coup, ça, typiquement, c'est comme ça qu'on peut le voir. Puis, par exemple, en deadlift, bah, en fonction vraiment, là, je pense que vraiment en fonction de là où tu rates le mouvement, c'est vraiment une partie ou l'autre. Genre, en bas du mouvement, c'est plutôt les quadriceps qui font défaut. En fin de mouvement, c'est vraiment les fessiers et bas du dos. Euh, et entre les deux, c'est un peu les deux, justement, parce que si tu as un peu plus de vitesse au démarrage, tu passes au niveau du genou bah, plus facilement. Et si tu as un peu plus de fessiers, bah, ça permet de maintenir la position. Et si tu as un bon bas du dos, de maintenir les positions et de ne pas être bloqué là, quoi. Du coup, c'est un peu un juste milieu entre les deux. Et voilà. Voilà. Après, voilà, il suffit d'observer, je pense, dans le cas de la performance, un peu où ça rate, et puis de comparer avec d'autres personnes, quoi. Et c'est là qu'on pourra savoir est-ce que la technique est bonne, ou est-ce que le niveau de force, par exemple, si tu rates ton squat, mais que tu es très fort si tu es en low bar, mais que tu es quasi aussi fort en high bar, est-ce qu'on se dit, enfin, tu vois, il est probable que tu aies des très fortes jambes et du coup un faible bas du dos, quoi. Ça, il faut un peu regarder les ratios par rapport à d'autres lifts et je pense que là, c'est intéressant du coup de pas être toujours hyper spécifique et de pouvoir varier parce qu'en plus, ça permet d'adresser ces points faibles, voilà. Et du coup, ça fait à peu près une transition, je pense, décente, pour parler de comment toi tu fais pour régler les points faibles. Est-ce que pour toi les points faibles sont une priorité et donc il faut être réglé tout de suite, parfois au détriment du volume un peu général ou d'autres points forts? Comment tu gères un peu du coup
la différence entre point faible et point fort, quoi. Ça dépend vraiment donc, d'où tu en es avec le sportif. Ça dépend aussi de ses objectifs. Euh, Par exemple, un débutant, tu vas directement l'entraîner un peu selon certains schémas. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il n'aura pas vraiment l'occasion de développer des points faibles pour les identifier. Enfin, il en aura d'office par rapport à d'autres, mais ça va pas l'impacter. Il pourra quand même toujours. Enfin, dès que tu as l'athlète depuis le début, c'est vraiment l'emmener où tu veux. Enfin, Mhm. et il aura normalement pas le temps, si tu as bien fait ton travail, d'avoir de grosses lacunes qui vont devoir être réglées. Après, tu pourrais avoir un sportif, ben, voilà, tu vois qu'il arrive et il deadlift énormément, mais il sait pas squatter. Donc voilà, là, tu sais un peu où t'en es. Tu vas pas lui mettre, tu vas plus du tout lui mettre du deadlift. Tu vas travailler justement que ses legs. Et en étant plus fort sur les jambes, bah, il sera plus fort sur son tirage aussi. Après, voilà, il y a aussi on va dire, t'as un gars qui veut être champion du monde de deadlift. Parfois, tu auras besoin justement pour l'amener à ce niveau-là, tu auras besoin de le refaire squatter parce que c'est très important pour ce lift-là. Je prends peut-être un mauvais exemple, mais je prends par exemple un mec qui veut être champion du monde de dips. Tu vas pas lui mettre beaucoup de traction, quoi. Tu vas peut-être en mettre parce qu'à un moment, il y aura quand même besoin de garder un certain équilibre. Ouais, tu vas pouvoir quand même focus à fond sur une partie. Et puis, je pense qu'il faut aussi. Ouais, c'est dur à répondre, hein, mais il faut aussi. Voilà, si tu vois qu'il y a eu un retard, rien qu'en retravaillant une approche globale, ça va déjà pouvoir pallier à ce retard à ce travail qui n'a pas été fait. Mhm. Et si tu vois que ça ne va toujours pas, ou que ça l'empêche, ou que par exemple, qu'il a une blessure à cause de ça, bah, tu vas vraiment mettre que l'emphase là-dessus pendant un mésocycle ou deux, voire plus, que ça dépend vraiment un peu. Et comment tu fais justement pour mettre ça en phase? Est-ce que tu vas jouer sur la fréquence, sur le volume, sur les deux, sur l'intensité? Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu modules dans ces cas-là? Bah, tu peux refaire une périodisation basique, assez linéaire, quoi. S'il n'y a pas d'échéance, tu retapes vraiment une bonne séance, une bonne grosse phase de volume, et après, tu intensifies un petit peu, quoi. Et la fréquence, ouais, souvent tu peux mettre la fréquence un peu plus sur certains mouvements, surtout quand tu parlais tantôt de manque de conscience corporelle. Si tu arrives à vraiment à augmenter la fréquence pour avoir un meilleur apprentissage sur ce mouvement, bah, il aura plus facilement la capacité de recruter ses fibres musculaires là-dessus et donc d'hypertrophier la zone et donc d'être potentiellement plus forte par après, quoi. Donc souvent, c'est dû aussi à un manque d'hypertrophie sur certaines zones. Donc on parle de jambes faibles, bah, tu vas regarder, tu regardes la personne, elle a un gros cul, mais elle n'a pas de quadri. Bah, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui faire des quadris, quoi. Et donc, tu vas un peu négliger tout ce qui est chaîne poste, enfin négliger, tu vas le mettre en maintenance, voire en volume minimal, et tu vas augmenter à fond ton volume sur la chaîne hante, quoi. Même chose pour le pec. Après, voilà, d'office que par exemple en power, t'as pas besoin de tirer beaucoup. Enfin, je veux dire, donc tu dois quand même garder ton ratio chaîne antérieure beaucoup plus fort. T'as besoin de bencher, donc tu vas quand même devoir faire en fonction de ça. Puis il y a des mecs, voilà, il y en a, ils veulent des mouvements, tu vois, ils veulent des performances, ils veulent des records du monde en front lever, donc tu t'en fous complètement qu'ils tapent ils veulent des records du monde en traction, donc tu t'en fous qu'ils fassent des dips ou inversement, quoi. Ouais, du coup, il y a aussi en fait tout l'aspect définition des objectifs et puis spécificité par rapport Ouais. à cet objectif-là. Du coup, c'est clair que il faut avoir, on peut pas s'entraîner à l'infini et on accumule de la fatigue. Du coup, faut faire un petit peu des choix en fonction de. Dommage, hein. Malheureusement, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais après, il existe des moyens pour s'entraîner plus, hein. Ne faire que ça, manger blindé ou se doper. Ça, on vous le recommande pas, par contre. Ça dit, c'est interdit. C'est pas bon pour votre santé. Mais voilà, si vous comptez faire que ça de votre vie, ben, voilà. Mais moi, je t'avoue que je suis parfois un petit peu plus. Je pense un peu différemment. Enfin, après, en powerlifting, c'est un peu différent. Mais en fait, ça, même en haltérophilie, ça va dépendre un petit peu de. Parce que le but dans ces sports-là, c'est quoi?
c'est d'avoir le plus gros total, du coup l'addition Ouais. des mouvements. Imaginons, tu as un point faible en squat, mais tu es très fort en bench. Bah, là, ça risque d'être un peu embêtant. Ça contribue bien plus à élever le total que le bench. Du coup, bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le squat. Mais par exemple, l'inverse, tu as un très gros squat, probablement un gros dead aussi, parce que c'est lié, mais tu n'as pas un très bon bench. Est-ce que ça vaut la peine de retirer du volume de ton squat et de ton deadlift qui, eux, contribuent beaucoup plus de manière générale à ton total pour le distribuer sur le bench? Tu vois, et là, je pense que c'est un peu du cas par cas, parce que si tu retires du volume sur le bench, sur le squat et le deadlift, bah, c'est a priori moins de progrès que tu feras là-dessus, pour au final peut-être rajouter quoi, 10 kilos sur ton développé couché, alors si tu avais continué, tu aurais peut-être rajouté 10 kilos sur ton squat et sur ton deadlift, Ouais. tu vois. Et du coup, c'est un peu différent. Du coup, et en haltérophilie, ce serait encore différent parce que le point faible, ça va déterminer quoi? Est-ce que c'est un très bon technicien et dans quel cas c'est la force qui fait défaut? Ou alors est-ce que la force est très bonne et dans quel cas la technique est bonne? Tu vois? Du coup, dans quel cas c'est la technique? Bah, comme on l'a dit avant, qu'est-ce qu'on fait? On refait une phase d'accumulation, mais on va pas avoir une phase d'accumulation où le but, ça va surtout être de travailler la technique. Du coup, on va faire des charges, en tout cas dans un premier temps, qui vont être entre 50 et 70%. On va développer la technique un maximum et puis on va progressivement intensifier ça pour consolider les acquis et, euh, et voilà. Du coup, je pense que par exemple en powerlifting, en fonction du point faible qu'on a, ça vaut peut-être parfois la peine de plus travailler sur ses points forts, de les développer au maximum et après de rattraper du coup le point faible parce qu'il y a un moment où on ne sait plus avancer sur les points forts. Là, on peut développer plus d'énergie augmenter le point faible, puisqu'on pourra mettre le reste sur maintenance, vu que c'est plus censé progresser. Ah Tu ouais, vois ce que je veux dire? ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et voilà, en haltérophilie, c'est un peu différent parce que là, il y a deux composantes, a priori force ou technique. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir les monter toutes les deux en même temps. Du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'a priori, j'alternerai les phases. C'est développement technique à une certaine période, et puis développement de force, par exemple. Euh, voilà. Alors qu'en powerlifting, la technique, a priori, est moins importante. Ou en tout cas, elle peut être travaillée différemment. Donc, surtout que comme là, il y a souvent en général des jours plus légers dans une programmation de powerlifting, du coup la technique est déjà travaillée lors de ces moments-là, du coup, voilà. Ce que je pense en calisthenics, par exemple, si tu as un point faible sur tes tirages, j'ai envie de dire, tu vas être aussi embêté pour tout ce qui est statique, du coup au niveau global, c'est peut-être un peu plus embêtant, et donc ça vaut forcément plus la peine de les travailler, quoi. Tandis que si dans ces sports-là, s'il n'y a pas de danger, entre guillemets, pour l'intégrité ou la carrière du sportif avec un point faible qui pourrait amener des blessures, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt de vouloir mettre trop d'efforts dessus dans un premier temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'avantage d'un sport non compétitif, on va dire. Tu vois, enfin, à part en streetlifting qui commence à se développer et, euh, et après peut-être le freestyle à des niveaux du monde, mais en général, la plupart des gens qu'on va coacher ben, n'auront pas une approche comme ça et donc tu peux clairement dire de garder une approche globale. Ouais. Puis, ouais, tu disais un peu tirage poussé, puis il y avait aussi bras tendu, bras Ouais. pliés. Et donc, tu vois que la personne est très mauvaise, bras tendu, ben, c'est clairement, en général, c'est pourquoi? Ben, parce qu'elle n'a pas encore fait assez, donc tu fais travailler que ça. Et puis, ou inversement, si elle est très faible, très forte bras tendu et qu'elle est très faible bras plié, ben, tu lui fais du bras plié. Et souvent, il y a un transfert de l'un sur l'autre quasiment tout le temps, quoi. Mhm. Donc, et ouais, tu t'aperçois que la plupart du temps, c'est juste que la personne a développé ça, quoi. Surtout que c'est un sport un peu où les gens s'entraînent un petit peu moins intelligemment, donc ils font toujours un petit peu au feeling, quoi. Ah, souvent, oui, bien En sûr, c'est le genre musculation de- aussi, quoi. souvent, c'est le genre de choses, on découvre un YouTuber qui en fait. Lui, il fait probablement ça parce qu'on lui a dit de faire ça, et du coup, toi, tu fais ça parce que lui fait ça, et du coup, tu fais ce qu'on appelle les choses par traditionnalisme. Tu sais pas pourquoi tu le fais, ni quel est le but derrière, mais tu le fais, quoi. Alors que, voilà, faut peut-être se poser la question du pourquoi. Parce que, voilà, je pense que quand on voit, la plupart des gens, on les voit s'entraîner sur Internet, c'est bien beau, parfois, je trouve que c'est souvent intéressant de savoir comment d'autres s'entraînent. Le truc, c'est que si cette personne-là ne te dit pas pourquoi elle fait telle ou telle chose, ben, pourquoi est-ce que toi tu ferais la même chose? Tu vois?
Parce que ça tombe, lui, je vais prendre par exemple quelqu'un qui bench 5 fois semaine. Pourquoi il bench 5 fois semaine? Parce qu'en fait, son bench est à chier, il faut qu'il monte, quoi. Ou parce que, et aussi, ça peut être lié au fait qu'il soit relativement léger, qu'il ait une très bonne récupération, euh, qu'il fasse que ça, alors que quelqu'un qui a une moins bonne récupération, qui a un boulot très stressant, qui est plus fort en bench, benchera peut-être 3 fois semaine ou 2 fois semaine, quoi. Tu vois? Ouais, Et du ça. coup, c'est bien beau de vouloir, entre guillemets, hein, du coup, a priori, les programmes que vous allez voir sont designés pour combler un point faible, ou en tout cas travailler sur les points forts. Du coup, ça a peu d'intérêt de vouloir les suivre tels quels. En tout cas, si vous voulez le suivre, n'hésitez pas à poser la question, bah tiens, pourquoi tu fais telle ou telle chose? En tout cas, à contacter cette personne-là, quoi. Je pense que ça, c'est aussi Ouais, une c'est chose. ça, hein. Faut toujours prendre aussi en compte, ouais, comme on disait un peu les segments et tout, bah voilà, regardez un petit peu, voilà, si vous êtes une perche et que vous voulez devenir champion du monde en bench, ça va pas aller, quoi. Enfin, vous pouvez quand même essayer de progresser, voilà, essayer de garder. Moi, je pense que il y a quand même moyen d'atteindre ces objectifs et du moment que vous vous améliorez, c'est le principal, il faut pas chercher. Ouais. Alors, on parlait un petit peu d'en faire plus. Justement, la fréquence, du coup, je pense que ça, c'est surtout ce qu'elle on sera tous les deux d'accord, c'est d'augmenter la fréquence, en tout cas sur un point faible, quoi. Du coup, c'est un truc, allez, si c'est un problème, par exemple, de contrôle moteur, je pense qu'en faire tous les jours, c'est à faire, jusqu'au moment où vous arrivez à avoir, enfin, vous n'aurez pas, entre guillemets, si vous le faites, si vous n'avez pas de contrôle moteur, vous n'allez pas avoir assez de stimulus que pour vraiment enfin, vous pourrez engendrer un stimulus de manière régulière qui n'engendrera pas beaucoup de fatigue, puisque vous ne devrez pas en faire beaucoup pour réveiller ça. Du coup, ça vous permet d'augmenter la fréquence à crever. Si c'est un problème technique, justement, on sait que la technique, il faut la travailler via beaucoup de fréquences. Euh, et du coup, en général, comme c'est un point faible, c'est aussi un muscle qu'on peut moins charger, donc qui bénéficierait au fin de compte de beaucoup plus de fréquences pour l'hypertrophie, pour le développement de la force, ou ce genre de choses. Du coup, je pense qu'à partir du Ouais. moment où vous avez un point faible, la première chose à faire, c'est on augmente la fréquence. Oh, Ouais. En plus, ouais, comme tu disais, bah, il va générer moins de fatigue parce qu'il y aura moins d'intensité dessus, quoi. Donc, ça, c'est clairement le facteur principal qui va faire qu'on pourra augmenter la fréquence aussi. et puis en augmentant la fréquence, on sait allouer plus de volume aussi à ce groupe musculaire-là. Parce que j'ai envie de dire, la recherche a l'air de dire qu'il faut allouer entre allez, 12 séries par groupe musculaire par séance. Mais genre, si vous faites 2 séances sur la semaine, le Par maximum. semaine. Non, attends, justement. Mon idée, c'était de dire, il y a ce qu'on appelle un principe de ce qu'on appelle le junk volume. Si vous faites trop de séries, elles sont plus assez, vous avez tellement accumulé de fatigue qu'en fait elles sont plus stimulantes. Et puis vous n'arrivez pas à avoir une assez bonne production de force et un assez grand stimulus que pour aller réentraîner des gains musculaires. Alors voilà, on dit souvent que par séance, c'est à peu près 12 séries sur un groupe musculaire. Du coup, par exemple, votre triceps, après Si 12 tu fais que ce séries, muscle-là. ouais, si tu fais que ce muscle-là. Et après, par exemple, sur votre semaine, là, c'est un peu, on avait déjà parlé dans notre série, c'était dans le précédent podcast, c'était par rapport au MRV, donc le maximum recoverable volume. Moins vous aurez de séances, plus ce MRV sera faible, entre guillemets. Donc, plus vous aurez de séances, plus vous pourrez étaler ce volume au fur et à mesure de la semaine. Du coup, si vous avez plus de fréquences, le volume total que vous pourrez mettre sur ce groupe musculaire sera plus important. Ouais, il sera plus facile à mettre en place aussi au niveau pratique, souvent en Ouais. général, et plus qualitatif souvent. Donc, Et ça, je pense que c'est le facteur, le plus gros facteur. Comment tu fais aussi quand tu dois jouer avec l'intensité? Qu'est-ce que tu préfères? Genre, entre guillemets, si tu veux vraiment quelqu'un travailler à des intensités relativement proches du maximal, ou alors tu vas vraiment utiliser plutôt je sais que tu utilises des secondes, une reserve, les RIR ou des RPE, quoi. ouais, moi, je dis, en général, allez, souvent le débutant, il va progresser avec n'importe quoi, donc tu vas souvent aller jouer avec des intensités un peu plus faibles. Puis Mhm. dès que tu as un avancé, tu vas aller un peu plus sur des intensités un petit peu plus hautes au fur et à mesure des années. Puis
Oui, ouais, ça dépend un peu le cycle dans lequel on est. Hein, donc, Et justement, si tu veux un développement technique pour contrebalancer un point, un point faible qui est technique dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas privilégier à ce niveau-là, au niveau intensité? bah, souvent, tu vas peut-être commencer par. Moi, je mettrais une intensité classique d'hypertrophie, quoi. Donc, peut-être commencer 70% avec un volume de base, enfin, sur un exercice. Allez, je dirais ouais, 3 à 5 séries à 70% avec du 8 à 12 reps, tu vois, un truc classique. Et après, clairement, tu peux taper beaucoup d'exercices d'assistance dessus qui vont être un peu moteurs, quoi. Enfin, Mhm. donc, des exercices d'assistance qui vont pas trop te fatiguer et qui vont permettre vraiment d'y aller. Et au fur et à mesure du temps, bah, diminuer un peu cette assistance et augmenter l'intensité sur ton lift principal. Et donc, il va pouvoir pallier un petit peu à ce niveau-là, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que par moment, justement, on fait un pas en arrière et on retirait par exemple le lift complètement sur lequel on stagne ou qu'on a un point faible? Est-ce que tu ne penses pas que le retirer à certains moments pour ne pas le faire retirer un peu de spécificité va permettre par la suite de peut-être récupérer et travailler sur autre chose, va peut-être après permettre de reprogresser bien plus rapidement sur ce lift que si on l'avait gardé tout du long? Ouais, je suis clairement, clairement. Par exemple, on peut prendre l'exemple, boum, la personne fait du squat depuis un an, elle commence un peu à stagner, hop, tu vois qu'elle a un peu faible jambe, justement, bah, boum, tu vas lui dire, allez, maintenant, on arrête un petit peu ton back squat, on va faire que du front squat, et on va taper un peu moins de fente, on va vraiment faire du Du front leg squat, de la leg press ou ce extension, genre de choses. la leg press, hop, et tu peux carrément virer squat pendant pas mal de temps. Et enfin, tu fais un cycle de d'hypertrophie avec les fourchettes que j'ai dit. Et tu rajoutes de l'assistance à mort sur les quads. Et Mhm. après, tu reviens, tu les mets du squat. Boum, première séance, elle est déjà plus forte qu'avant. Et elle va se sentir mieux. Et puis voilà, souvent ça se fait, enfin, ça se fait facilement sur les mouvements. Ouais. Donc, même chose parfois en bench, tu vois que la personne elle a fait du bench toute sa vie, bah, tu lui dis bah, maintenant arrête de bencher, on va faire que de l'overhead press, boum, elle va arriver. Parfois tu lui mets peut-être une série de pompes juste pour garder un peu un stimulus plus au niveau des pectos et elle va arriver, elle va être plus forte parce qu'elle aura bien Ouais, travaillé ou ses alors, épaules et ses triceps. si on a un compétiteur en powerlifting, on varie juste. On ferait par exemple du wide grip bench ou alors du, tu sais, avec la Swiss bar, la football bar, là, ou ce genre de choses. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a autant de choix d'exercices que vous pouvez. Et ça, que je trouve que c'est aussi une stratégie assez efficace de vouloir retirer un peu de spécificité pour, en fin de compte, adresser un point faible. Euh, voilà, du coup, je pense par exemple au squat, où beaucoup de gens se disent c'est un mouvement de hinge au niveau des hanches, et moi je suis pas du tout d'accord, enfin, surtout en low bar. Alors qu'en fin de compte, la plupart des gens, s'ils veulent monter leur low bar squat, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Monter leur high bar squat, et c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à se mettre en tête. Euh, enfin, de manière générale, j'ai l'impression que le squat est plus bas que le deadlift pour beaucoup de gens. Et du coup, les gens, surtout s'ils travaillent un peu plus leur high bar squat, ils permettraient de driver leur low bar squat et surtout ça leur permettrait aussi de gagner, enfin d'avoir plus facile en tout cas dans le bas du mouvement au deadlift par exemple, que ce soit sumo conventionnel, là les quadriceps sont actifs. Ça, je trouve que c'est un truc qui est assez peu ancré dans l'esprit des powerlifters qui veulent toujours être ultra spécifiques et voilà. Je pense que ça fait aussi pas mal de disservices, de desservices plutôt au niveau de points faits quoi. Ouais. Bah, souvent, on va dire un point faible quand tu as réussi à bien le traiter, on va dire, qui va te rendre plus fort sur tes points forts. Et ça, c'est ça qui est beau. Donc, Après, et aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'un point faible peut devenir un point fort. ouais, ouais. Ça peut arriver souvent. Ben voilà, par exemple, on prend le débutant qui s'entraînait à l'arrache, il n'a jamais travaillé un muscle, bah, tu lui mets ça et puis tu vois d'un coup que. Ouais, j'ai eu des mecs, ils savaient, enfin, ils squattaient autant que ce qu'ils deadliftaient.
et tu lui mets un bon volume de tirage. Il faisait que du bench et du squat, on va dire. Mhm. Tu lui mets un volume de tirage et boum, son dead, il monte comme pas deux. Et voilà, tu vois, Yep. il suffit de travailler un petit peu cette chaîne post et parfois ça décolle ou c'est souvent un truc qui est négligé aussi, par exemple. Moi, j'ai déjà eu le cas justement où je dois rajouter du volume et quelqu'un le supportait très mal. Et du Ouais, coup, son deadlift il stagnait et il diminuait. Puis tu retires du volume et en fait, le deadlift il repart à la hausse, tu vois. Et du coup, parfois, du coup, on parlait de jouer sur la fréquence ou quoi, mais ça va être pris de manière très individuelle. Faut pas avoir peur de se dire, bah justement, je mets moins de fréquence, moins de volume, parce qu'on peut peut-être noyer le poisson en fin de compte, tu vois. À force d'en donner trop, on noie le poisson. Voilà, laissons-le respirer, quoi. ouais, c'est ça. Et puis parfois la personne a développé elle-même son point faible parce qu'elle s'est dit j'ai un point faible là, je vais travailler ce muscle-là 4 jours semaine pendant un an et pendant un an elle a fait de la merde. Tu lui dis Ouais, maintenant, t'arrêtes de travailler ça, tu fais une séance semaine, tu vas progresser dessus. Ouais. ouais. Donc, Souvent, c'est ouais, c'est un peu, entre guillemets, presque un phénomène de surentraînement, mais à court terme, hein, parce que ouais. surentraînement, il faut que ça se développe pendant des mois et des mois. Mais en tout cas, ça peut induire parfois. Faut pas avoir peur de se remettre en question et de regarder un petit peu ce qu'on a pu faire. Et ça, je trouve que c'est assez important, du coup, de savoir, d'avoir une idée de ce qu'on fait, du coup, d'avoir un carré d'entraînement, ou en tout cas une analyse par rapport à comment on s'entraîne, pour savoir ce qui a bien fonctionné durant un cycle d'entraînement pour faire monter un point faible. Parce que si on veut le réutiliser plus tard, ben, c'est assez intéressant de savoir ce qui a fonctionné, quoi. Ouais, clairement. Du Ouais. coup, je pense que ça, c'est. Si vous voulez travailler un point faible, c'est très important, ben, en tout cas, d'avoir un plan. Et en tout cas, de le noter et de voir son évolution. Parce que ça fonctionne pas, ben, vous savez que ça fonctionne pas et faudra peut-être plus réessayer. Et tandis que si ça fonctionne, ben, vous savez comment faire. Après, voilà, peut-être qu'avec le temps, ce point faible sera peut-être moins faible, mais il sera aussi plus difficile à rendre plus fort. Voilà. Et Ouais. Parfois, il faut pas être pressé non plus. Hein. On voit parfois des gens qui veulent très, très un point faible, mais tu regardes, ah ouais, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Tu regardes, peut-être qu'elle a travaillé son point faible que pendant un mois, alors que ouais. pour vraiment faire une vraie hypertrophie, ça prend souvent beaucoup plus de temps. Et Mhm. donc, faut vraiment être patient. Et c'est souvent ça qui est difficile aussi avec les gens. Ouais, et surtout au niveau des points faibles, parce qu'on voit les résultats assez vite. Et, ouais, c'est clair. Après, je pense, voilà, et au niveau, du coup, là, on a parlé à peu près de tout ce qui est niveau performance. Est-ce qu'au niveau physique, en tout cas au développement physique, ce qui vient de dire, voilà, j'ai un point faible là, qu'est-ce que toi tu fais pour l'améliorer? Qu'est-ce que tu ferais, genre, est-ce que tu fais à peu près de manière semblable à ce qu'on a fait à la performance ou ce qu'on a fait par rapport à, enfin, ou d'avoir une méthode complètement différente? Moi, je dirais, tu pourrais par exemple jouer avec certaines techniques d'entraînement, quoi. Par exemple, placer un peu des exercices mono-articulaires en premier lieu dans la séance, donc les privilégier dans la semaine, augmenter la fréquence dessus, comme on a dit. Ouais, donc les prioriser, donc par exemple faire des trucs de pré-fatigue justement pour l'activer, euh, faire des petites techniques comme ça, quoi. Donc, ouais, j'avais une autre idée en tête, je l'ai perdue. Ouais, donc ouais, vraiment utiliser des trucs parfois différents de ce que de ce qu'on fait aussi. Mhm. Ça change souvent, donc faire une autre fréquence, utiliser des techniques spéciales, des drop sets ou des choses comme ça, vraiment pour Ajouter du volume. ouais, ouais, c'est souvent ça. Hein, ça dépend aussi le cycle où on est. On va dire, avec un débutant, en général, tout ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Avec un avancé, vu qu'il a déjà essayé beaucoup de choses, il faut essayer de trouver le truc qu'il n'a jamais fait, en fait. Et ça, et la plupart du temps, tout ce que tu vas faire avec un avancé qu'il n'a jamais fait va bien fonctionner si ton approche est cohérente et intelligente. Et c'est Mais, souvent... ouais. Ouais, ouais. Après, voilà, moi je pense que justement, parfois, la meilleure chose, en tout cas pour le développement physique d'un point faible, c'est de pas forcément en faire plus, et c'est de laisser du temps au temps. Parce que voilà, si tu te dis, ok, j'ai typiquement un ami qui m'en parle à chaque fois, ouais, je trouve que mes pecs sont pas assez gros. Et je dis, ok, en fait, enfin le type, il veut vraiment, ben, ok, développer ses pecs et tout, et quand il fait ses développés couchés, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est ses épaules et ses triceps qui prennent. Je vois Je c'est dis, qui. bah, je veux dire,
même en faisant de l'isolation, bah, il ressent pas grand-chose au niveau des pecs ou ce genre de choses. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois, genre l'isolation, il y a juste parfois des leviers, il y a juste parfois des insertions musculaires qui sont faites bah, pour prendre le pas sur d'autres muscles. Et du coup, il y a des moments où, typiquement, génétiquement, ou en tout cas par rapport à nos insertions, on ne pourra jamais forcément avoir un point fort à ce niveau-là. Mais c'est pas pour autant qu'on ne pourra jamais avoir un gros muscle à cet endroit-là. Moi, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de se dire, bah ok, si j'arrive pas à bien le ressentir ou quoi, bah, ok, le seul truc c'est, ok, est-ce que je congestionne un petit peu? Si je congestionne, c'est-à-dire que j'arrive quand même à targeter ce muscle-là. Du coup, c'est déjà une bonne chose. Du coup, la congestion, c'est de dire, ah ben je l'ai travaillé. Et le fait, c'est de se dire, ok, je me donne 5 ans, je deviens plus fort sur ce mouvement-là. Du coup, du coup, je deviens plus fort, je fais plus de reps, j'utilise plus de poids. Et de fait, en fait, il va être obligé de grossir ce muscle-là, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Ouais, Et bah, du je prends par exemple un exemple, hein, le gars, admettons, il bench 10 reps à 60, bah, tu lui fais du bench, même s'il prend tout dans, les s'il épaules prend et tout les dans les épaules, les triceps, triceps, quand il aura 10 répétitions à 80, à 100 kilos, dans il tous aura les une très cas, bon il aura pec. des pecs, quoi. Et ça, il n'y a rien à faire, quoi. Et justement, si tu as choisi le bon mouvement, le mouvement en question va quand même pallier à ça. Ouais. Après, là, par exemple, il peut y avoir d'autres choses, mais j'ai envie de dire, je pense que d'avoir cette surcharge progressive au fur et à mesure des années, genre, donnons-nous 3, 4, 5, 10 ans pour développer ce muscle-là, voilà. Parce qu'il va peut-être dire, ok, je suis peut-être, en fait, il est peut-être sous-développé, ou en tout cas, c'est ce qu'on disait, il a peut-être en fait pas l'habitude de travailler, pas de s'activer correctement. Voilà, il faut peut-être lui laisser le temps de pouvoir rattraper un peu le niveau par rapport à d'autres muscles. Et une fois qu'il aura un peu plus de volume, peut-être qu'il sera dans une meilleure. Allez, j'ai envie de dire, via l'angle de pénation, du coup, c'est par rapport au point d'insertion et au levier qu'il peut appliquer. Mais en fait, il sera peut-être dans une meilleure disposition pour produire de la force et donc être avantagé lors de ce mouvement. Du coup, en fait, un muscle en devenant plus gros pourrait presque prendre plus le pas que d'autres lors d'un mouvement. Ouais, Tu ouais. vois, c'est ça que ça peut être. Enfin, devenir en fait plus gros, plus fort, bah, c'est la solution, quoi. Je dis plus gros au niveau musclé, hein, qu'on se le Souvent, dise. c'est la solution pour beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, c'est tout. Bon, après, je pense qu'au calisthenics, ça peut justement. euh, Ouais. peut-être- Voilà, je suis un peu dans une approche comme ça. On est je suis dans un groupe de mecs qui sont pros comme ça, donc on est en train de regarder si ça fonctionne. Mais c'est plus une approche à long terme aussi. Mais de quoi? De se dire, finalement, je prendrais plus de poids et du coup, j'aurais des meilleures perfs sur le long terme? Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est faire des. Vraiment, mais là, c'était vraiment pour prendre des périodisations d'un an, voire même plus, faire plusieurs mésocycles de masse à la limite. Et encore, là, j'en ai pas, enfin, dans celle que j'ai fait, par exemple, j'en ai fait que deux, et la plupart des gens en font que deux aussi, mais là, au final, c'est faire beaucoup de masse, et puis revenir avec un poids plus élevé sur du skill, et normalement, être plus performant que sur des skills d'avant. Là, dans mon exemple, je suis pas plus performant sur mes skills, mais je suis tout aussi performant avec 7 kilos en plus, quoi. Donc là, je suis à 83 kilos, mes planches sont presque aussi bien que quand j'étais à 76 kilos. Donc j'imagine que là, si je tape un gros mini cut ou quoi, ben, je serais un monstre. Mais je vais pas le faire parce que j'ai envie de faire encore des adaptations tout en gardant une maintenance sur mon truc. Donc, Et surtout, et ça surtout, je pense que c'est lié en fait que quand on fait de l'hypertrophie, qu'est-ce qui se passe normalement? C'est qu'en fait, ton muscle grossit, ton muscle, entre guillemets, les adaptations physiologiques sont pour l'hypertrophie, tandis que les adaptations neurologiques qui sont pour la production de force, du coup, dans ton cas, par exemple, pour le maintenir une figure statique, en fait, elles diminuent parce que tu ne le travailles plus. Et du coup, l'hypertrophie monte et du coup, les adaptations neurologiques diminuent. Mais si en plus, quand tu as pris ton muscle et que tes adaptations neurologiques sont au même niveau qu'avant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu travailleras tes adaptations neurologiques, ouais, elles seront plus hautes. Tu vois? Et ça, c'est un truc que les gens ont. Enfin, je pense qu'ils ont parfois un peu de mal à l'intégrer, de se dire j'ai besoin de devenir peut-être plus faible au niveau des adaptations neurologiques, mais comme mon hypertrophie monte et qu'après je travaille mon adaptation neurologique, elle sera aussi plus haute. Et du coup, je me retrouve avec plus de masse musculaire, plus de force, enfin, et surtout, plus de masse musculaire aussi, comme c'est les principaux, les ponts musculaires, actine, myosine, vont participer à la contraction musculaire. Et la contraction musculaire, c'est ce qui aussi produit la force, tu vois. Du coup, de fait, en augmentant ton hypertrophie, tu augmentes
ton capital de possibilité d'exprimer ta force, tu vois. C'est pour ça que certains les gros bodybuilders, même sans faire de force, sont énormes. Enfin, sont énormes au niveau force, quoi. Ouais, clairement. Et puis les adaptations neurologiques, ça se maintient aussi facilement, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Et après, même si ça se maintient pas facilement, ça revient super vite. ouais, Ça ça revient reviendra très beaucoup plus vite. facile. Ça reviendra presque même plus vite que ta masse musculaire. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens ne perdent pas en force, même quand ils font pas de l'entraînement de force pendant des années. Enfin, ils en perdent, mais dès qu'ils se réentraînent un petit peu, ça revient tout de suite et ça tombe, ils pillardent tout de suite, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Du coup, les points faibles, c'est pas. Je pense que de manière générale, tu résumes un petit peu? Bah, j'avais un truc en tête, et j'avais dit aussi, bah, j'avais dit parfois essayer des trucs, on voyait des personnes avancées qui avaient déjà essayé, enfin des personnes avancées, enfin je disais essayer des choses nouvelles avec elles. Et mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont essayé un peu trop de trucs, ils ont fait du junk volume, ils ont fait des trucs un peu nawak, n'importe comment. Et du coup, ils croient qu'ils ont des points faibles pour rien, mais du coup, il suffit de remettre une approche globale avec des volumes cohérents et des choses assez minimales. Et toujours leurs points faibles vont plus être points faibles, quoi. Donc, Ouais, et c'est vrai que j'ai parfois vu des trucs complètement, tu vois, genre des gens, ouais, j'ai un point faible là, du coup je me suis dit que je devais faire telle approche, ou alors je vais faire mon développé couché sur sur un Swiss ball, rajouter des chaînes, des élastiques partout, des reverse bend, tu vois, les bandes qui sont au-dessus qui tirent une partie de ton bazar, ou alors faire des asti 16 reps, genre je fais un excentrique et genre super lourd, puis on tire des poids, enfin, il y a plein de méthodes qui existent. Et parfois, c'est juste du n'importe quoi, enfin, comme tu disais, du n'importe nawak. Et ça donne lieu à des vidéos compilations fail sur YouTube, quoi. non, ouais, ou alors tu vois des mecs qui ils sont encore, enfin, c'est encore des câbles et tu vois, ils ont pas encore de physique. Et ils se disent, ah, j'ai les biceps courts, je peux pas faire de curl incliné. Enfin, voilà, j'ai vu Ouais. ça, un tel youtubeur a dit que je pouvais pas faire cet exercice-là. Et j'y commence par avoir de la masse, quoi. Donc, Ouais. tout simplement, Bien qu'on se le dise, on a tous les deux des biceps courts, mais ouais, pourtant, on fait des curls inclinés, on fait des plans, il fait des planches. Enfin, c'est pas une excuse, hein, les gars. non, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, pour mon exemple, j'ai des biceps hyper courts et je me suis dit, je vais taper du curl incliné. Encore, j'ai pas été hardcore, hein, mais je voulais absolument avoir 10 reps à 20 kilos en curl incliné, alors que c'est assez déconseillé quand on a des biceps courts. Et j'ai forcé pendant 2-3 mois et j'ai réussi à valider 2-3 séries de 10 à 20 kilos, alors que je partais de 12-14 kilos, quoi. Donc, en forçant un petit peu le truc, et voilà, je me suis dit, j'ai des biceps de merde, bah, je force et j'ai fait 2-3 mois dessus, et voilà quoi. Et d'office que quand j'avais mes 3 curls, mes 10 reps à 20 kilos, j'avais plus de biceps qu'à 10 kilos et ils paraissaient moins Et c'est courts. vrai Bah, ils sont toujours courts, mais ils paraissaient moins. ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et c'est vrai que de ce que tu me dis là, j'ai déjà aussi entendu d'autres trucs. C'est des gens qui disent, bah, en fait, parce que j'ai plein de points faibles ou que j'ai pas la génétique ou quoi, ben, ils veulent pas persévérer dans le sport. Et ils veulent s'arrêter en se disant, je suis complètement défaitiste, ouais, je suis pas vous, je serai jamais champion du monde. Bah, en fait, gros, t'en fais pas. Il y a beaucoup de chances que, enfin, moi non plus, je devienne pas champion du monde un jour, tu vois. Pourtant, ça Ouais, c'est m'empêche ça. pas de prendre du plaisir et de vouloir m'améliorer, tu vois. Et les gens, ils sont comme ça parfois en disant, ouais, j'ai un point faible, c'est la fin du monde. Genre, ça sert à rien, ma vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, autant arrêter. Enfin, tu vois, il y a aussi le discours complètement opposé qui est C'est tout ça, aussi voilà. aberrant, quoi. Personne se mettrait au sport, hein. Ah, tu mesures plus d'1m70, ben fais pas de calisthenics alors tu seras jamais bon. Tu Ouais, mesures c'est moins d'un mètre 95, fais pas de basket. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais. ouais, ça n'a aucun sens, quoi. Genre, c'est parce qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures à ce niveau-là. Ceux qui Ouais. veulent tout de Ça, suite ne c'est plus avoir de points faibles et ceux qui disent, bah, c'est bon, j'ai un point faible, ma vie est foutue, quoi. Je crois que tu vois, c'est un peu la société, c'est les réseaux et tout le monde veut Ouais, se mettre en avant, alors que le plus important, c'est la progression personnelle. Et c'est ouais, vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui fait de se motiver dans le sport, c'est de s'améliorer, quoi, tout simplement. Bah, voilà, t'as un point faible, tu travailles dessus, tu t'es amélioré, bah, c'est gratifiant, quoi, c'est cool. c'est Et clair. même si t'as encore un niveau qu'on considère débutant, bah, si t'es moins débutant que toi avant, bah, c'est mieux, quoi. Donc c'est. Mais genre, il y a des trucs.
je pense, moi j'en ai déjà vu en tout cas en haltérophilie, des gens qui seraient considérés au vu de leur perf comme des débutants, mais ça leur empêche pas d'avoir une maîtrise technique hallucinante, Ouais. tu vois. Et je pense à la même chose, genre il y a certains coachs de bodybuilder ou de powerlifter, bah, ils sont pas aussi forts que les gens qui coachent, ils sont même, tu les verrais, tu dirais, il fait de la muscu lui, tu vois, ou est-ce qu'il fait du bodybuilding ou quoi, tu vois. Mais ça les empêche pas en fait d'avoir justement, parce qu'ils ont tellement pas de chance au niveau de leur génétique ou quoi, qu'en fait ils essayent tout, ils voient ce qui fonctionne pas, parce qu'ils font tester à d'autres gens, et du coup ils arrivent à avoir avec une base de connaissances énorme. Et genre, tu vois, te dire, bah, en fait, j'ai un peu tout essayé, j'ai vu ce qui fonctionnait à peu près sur moi. Tu vois, même s'il a gagné 1 kilo de muscle grâce à un truc, bah, pour Ouais. lui, tu vois, s'il pèse 50 kilos, bah, c'est significatif, tu vois. J'ai envie de dire 1 kilo Ouais. sur 50, ça fait quand même 2%, tu vois. Euh, Ouais. et du coup, il faut pas, il y a d'autres possibilités. Genre, c'est pas parce que tu n'atteins pas un haut niveau de maîtrise ou un haut niveau de performance dans un sport que bah, tu peux pas non plus, par exemple, coacher ou faire d'autres choses. Tu vas t'impliquer d'une autre manière dans ce sport-là et devenir très bon surtout. Tu vois, Clairement, ouais, je suis d'accord, ouais, c'est clair, ouais. tu vois. Je sais pas. T'as une idée d'un type qui te vient à l'esprit qui est pas forcément le meilleur athlète, je veux dire quelqu'un de connu, je sais pas, mais qui fait surtout ben, du très bon coaching ou en tout cas un très bon suivi à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si t'as les idées en tête. Ouais, je sais pas, autant citer un directement comme ça. Euh, Allez, ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Moi, je pense à genre Eric Helms, tu vois, euh, Ouais, qui est un bodybuilder, bah, tu sais, il est pas énorme, mais il coach des ouais, gens en bodybuilding. En powerlifting, il a peut-être un total, ben, je sais pas, 600, mais genre, il coach Bryce Lewis, qui est champion du monde à multiples reprises en moins de 105 kilos, quoi, tu vois. ouais, clairement. Je veux Bah, moi, dire, je cherchais un exemple encore, encore moins flagrant, quoi. Ouais, encore plus flagrant, tu vois, je voulais ouais. dire. Je sais pas. James Krieger, tu vois, celui qui fait Weightology. Je vois c'est qui. J'ai déjà entendu parler de lui, mais. Ouais, enfin, il est souvent, il travaille souvent avec Skonenfeld ou enfin des gens dans le milieu et avec Israël, ils se connaissent plutôt bien. Et genre, le type, il coach en bodybuilding, mais je sais pas si t'as l'occasion d'aller voir, prends vite ton téléphone et va voir sur Instagram à quoi il ressemble. Attends, je vais le faire. Et il ressemble vraiment pas à grand chose, tu vois. Tu vas le voir, tu vas te dire, mais couille, James Krieger! Et tu vois, il coach des gens et apparemment, il les coach vraiment bien, tu vois. Mais c'est un peu bah, une croquette, tu vois. Ouais, je l'ai. Malheureux. Est-ce qu'on voit ces photos de lui? Ouais, il est un peu skinny, mais Ouais, tu tu vois, il vois. a quand même un physique. Moi, je suis sûr qu'il y a des types. Ouais, regarde ici. Attends. Quand il est Il a, avec une fille. il est Ouais, quand quand même il est sur scène, pas- ouais, tu vois. Ouais, sur scène, il a quand même affiché quelque chose, quoi. Ouais, Et quand tu le vois comme ça, tu te dis, bah, tu vois, il paraît lambda, tu vois, il fait ouais, pas non ouais. plus hyper énorme, mais ça n'empêche pas de coacher des gens et d'obtenir de super résultats, quoi. Je pense à un qui est super sec, mais qui est pas très massif non plus, par exemple, Menno Henselmans, ben, il coach aussi des brutes, quoi. Pourtant, lui est pas hyper énorme, mais il apprend, quoi, du coup, tu vois. Ah non, clairement, clairement. Du coup, Ouais, bah, ouais, j'ai pas envie de citer de nom, hein, mais j'ai des exemples en tête quand même, quoi. Mais ouais. Tu vois, du coup, même dans des milieux un peu moins connus, ouais, c'est clair. tu vois. Style, allez, j'ai un gars en tête, peut-être qu'il a mon niveau, mais il coach des mecs qui dips 140 et qui tractent 100, quoi, et qui tirent 100, et il a toute une team comme ça, tu vois. Et après, on dit, est-ce qu'il est bon parce qu'il a des très bons athlètes, ou est-ce qu'il est bon parce il a été mauvais et qu'il s'est très bien entraîné? Probablement les deux. Les deux, souvent c'est les deux. Donc, les meilleurs C'est coachs, ça. sont ceux qui ont les meilleurs athlètes, mais pour être bon coach, ils ont peut-être aussi développé des connaissances en étant pas doués, donc ça dépend. Ah, c'est clair, hein. Mais C'est clair. le Mais final, c'est vraiment l'essai-erreur, souvent ça prend ouais, aussi. et puis il y a aussi l'effet inverse, c'est que parfois des gens qui ont été très doués se lancent un peu dans le coaching et en fin de compte, bah, en fait ils sont doués, ils ont toujours été bien entourés, mais du coup ils sont pas forcément compétents pour transmettre leur savoir parce qu'ils ont toujours été un peu, enfin un peu allez vraiment
la personne de référence, quoi. Tu vois, ils n'ont jamais vraiment dû bosser aussi difficile que d'autres ou trouver leur petit truc, le petit truc en plus qui a fait qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient rattraper les autres, en tout cas les dépasser, alors qu'en fait, ils étaient tellement avec une bonne base qu'en fin de compte, ils n'ont jamais eu besoin de trop avoir de difficultés, tu vois. Et du coup, je Ouais. pense que parfois, ces gens-là ne sont pas les meilleurs coachs ou les meilleurs, les personnes les mieux placées pour donner des conseils, quoi. Ah ouais, ça se fait énormément sur les réseaux. Hein, Ouais. tu vois, les gars des génétiques freaks qui ont des trucs de dingue. Et regardez mon programme pour avoir ça. Je vous le vends 100 euros, achetez-le. Et t'as tous les débutants, les fanboys qui font ça, qui le prennent parce qu'ils vont pas chercher de plus loin. Ils ont dit, il a fait ça, c'est un secret. Et faire Ouais. comme lui. Et bah non. Ou alors, sans savoir qu'il prend à côté peut-être un petit peu de stéro ou ce genre de choses, tu vois, Ça, aussi. c'est ça. Donc, Tu vois, il y a quand même parfois des escroqueries sur les points faibles ou quoi, ou alors, oh tiens, fais cet exercice-là pour ne plus avoir de problème. Tu sais, c'est déjà arrivé, il y a des gens, il y a des clowns, il y a vraiment des clowns sur Internet, tu sais, t'as ce problème-là, tu fais ça, et basta, t'en parles plus, tu vois. Et je dis, ouais, non, c'est pas si simple que ça, tu vois. ouais, c'est ça. Et parfois, c'est un peu miraculeux. Et c'est vrai que là, maintenant, tu me fais penser un peu à un truc. C'est les gens, ils se disent, ah, bah, on prenait un peu l'exemple de la posture, du delto hante et de la fermeture. T'as des gens qui se disent, je vais arrêter de carrément de travailler mon delto antérieur et je vais avoir un delto postérieur tellement massif que il va tout régler et mon delto postérieur sera aussi volumineux que mon antérieur. Mais c'est impossible, tu vois, c'est Ouais. pas physiologique déjà, et puis Non. ça va mener nulle part. Tu seras plus rien faire, tu seras même plus faire une pompe, tu vois, et donc, Mais en fait, si, il y a la possibilité physiologique que ton deltoïde hante rattrape ton deltoïde post. Comment tu fais? Tu les atrophies. ouais, c'est ça, tu devrais troquer. Tu fais une ablation du deltoïde antérieur et tu laisses juste un petit bout. Ouais, ça serait Enfin, quoi. Bah c'est, ouais, ouais, il y a quand même, à ce niveau-là, il y a un sacré business et un sacré ramassis de conneries. Tu vois, c'est assez. Enfin, ouais, ça nous souvent fait les bien gens aussi vivre. prennent, dans les trucs là de réhab, préhab et tout, bah, les gens vont arnaquer un peu et vont dire faites ces trois meilleurs exercices, le meilleur exercice, c'est souvent un peu Ouais, les titres. Souvent c'est fait avec bonne intention. Hein, ouais, tu vois l'exo, tu dis ouais, je vais le faire à fond, ça va marcher un peu, mais faut voir un peu toute l'approche globale qu'il y a. c'est Et souvent, ça. c'est pas cet exercice-là qui va changer le truc, c'est en enlever un Ouais, ou faire un peu ce qu'on a dit dans la vidéo c'est ça. dans tout ce podcast au final. C'est changer ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné plein de pistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution pour comment régler un point faible. Ça va dépendre du contexte, des objectifs, de ta morphologie, de ton histoire, aussi de ton historique. Enfin, en fait, ça dépend de toi. C'est individuel. C'est toi qui dois trouver un peu ce qui fonctionne pour toi. Ou alors, voilà, on a donné des petites pistes, hein, genre en powerlifting, ben, ça dépend un peu du lift. Ça peut être intéressant, ben, capitaliser sur les points forts et puis de rattraper avec les points faibles. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Ou alors, si tu as l'impression que ce point faible te retient, ben, travaille ce point faible. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, du reste, je pense que c'est pas sorcier. Il y a juste pas de recette, en fait. Hein. Si quelqu'un te dit, moi j'ai la recette pour que ton point faible en soit plus un, bah, soit il te connaît très bien, et dans quel cas tu lui fais confiance, soit c'est probablement un charlatan, ou alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Dans quel cas, pour moi, il tombe dans la catégorie charlatan. Ouais. Après, en général, tu as quand même des guidelines, tu suis quelques Ouais. lignes directrices, tu vas rarement dans la mauvaise direction, mais tu pourras clairement faire mieux en connaissant le gars, comme tu as dit. Ouais. Mais je veux dire, si tu as pris, ok, ce que je veux dire, c'est en connaissant la personne qu'elle te connaisse bien, c'est qu'elle t'expliquait un peu son passé, enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu as pris connaissance avec cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui va dire sur les réseaux sociaux, dit, j'ai l'impression d'avoir un point faible sur mon squat. Ouais, et quoi? Je fais quoi avec ça? Ben, je te connais pas. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai jamais squatté. Je Connais sais pas. pas si t'es plus fort des jambes, plus fort de ton dos. Enfin, il y a tellement de facteurs, tu vois. J'ai envie de Ouais, dire. ouais, c'est ça. Après, si tu vas me dire, si tu pèses 150 kilos et que ton squat est à 50% de ton deadlift, bah là, il y a un problème. Tu vois? Enfin, il y aura un problème dans tous les cas, parce que 50%, c'est quand même rien du tout. Mais je veux dire, ce serait encore plus grave si tu pèses 150 kilos que si tu en pèses 60, tu vois. Du coup,
ouais, il faut avoir aussi un peu de bon sens. Hein. Il faut que les informations soient là. Et si vous voulez que quelqu'un s'arrange de régler votre point faible, vous êtes le mieux placé. Et si vous ne voulez pas vous en occuper, donnez des infos possibles à la personne dont vous souhaitez qu'il s'en occupe. Et voilà quoi. Clairement. Moi, je pense qu'on a dit pas mal. Moi, je pense qu'on a fait tout le tour. Allez, donne-nous ton mot de la fin là-dessus. Ne soyez pas faible, faites en sorte de ne pas avoir de points faibles. Je vais dire, c'était exactement ce que j'aurais dit si j'avais été à ta place. Du coup, c'est parfait. Je voulais dire encore un truc encore plus cool. Allez, la phrase classique un homme n'est jamais aussi fort que son point faible, tu vois, un truc de style. On n'est jamais aussi fort que son point faible. C'est vrai. Enfin, ou alors une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Un truc du genre, quoi. Du coup, travaillez vos points faibles, sauf s'ils sont déjà forts. Dans quel cas, travaillez vos points forts. Soyez fort, soyez strong, soyez smart. Ouais, voilà quoi. C'est pas vous dire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Hein. Devenez plus fort et on va essayer de vous rendre plus smart en espérant que ce soit le cas. Et voilà, on se retrouvera bientôt. N'hésitez pas à aller le suivre parce que cet enfant-là, il met aussi du contenu smart sur sa chaîne. Du coup, 012 Workout, je le rappelle. Suivez-le sur Instagram parce qu'il met ses routines. Et si vous voulez en savoir plus sur le street lifting calisthenics, il faut le suivre. Et voilà. On se retrouvera probablement pour un autre épisode chez toi, chez moi. Une vidéo commune une fois que ce confinement sera terminé ou l'autre. Et donc, voilà. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité. Partagez. Allez, la bise. On se voit bientôt. Et n'oubliez pas, surtout, get strong, stay smart. Okay. Voilà, j'arrête d'enregistrer.